Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarno Posé. Avant de nous lancer dans cette émission, je vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord aussi, et à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à vous procurer nos magazines. Le 14e numéro est toujours disponible, comme l'ensemble des magazines d'ailleurs. Il y est notamment question d'entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire, essentiellement du football américain, sud-américain, il faut le dire dans ce numéro. Mais aussi, on va remonter, par exemple, sur l'année 1995. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez toujours nous soutenir financièrement, vous rendre sur notre boutique, ou plutôt notre librairie, une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre maison d'édition, la nôtre, rien qu'à nous. Ces ouvrages, c'est la biographie de Garrincha, qui est sortie en décembre dernier et qui est donc forcément toujours disponible. Et le prochain, la version française des 11 Caminos al Gol, le livre référence pour bien comprendre la pensée de Marcelo Bielsa, un livre que vous pouvez d'ores et déjà précommander. Tous les liens sont dans la description. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast, et notamment notre chaîne YouTube où on vous invite aussi à venir y laisser un petit pouce bleu et éventuellement un commentaire si ça vous dit. Place donc au 4e épisode de la saison 4 de l'AFC Corner. Ça fait beaucoup de 4 et vous allez voir, on va continuer puisqu'on sera 4 pour cet épisode. À l'heure où certains Européens ont envisagé, et probablement pas encore enterré, on connaît tous la stratégie du ballon d'essai, l'idée de se refermer entre eux autour d'une Super League, plusieurs comparaisons ont été faites, souvent maladroites, il faut le dire, avec la MLS. Pour illustrer à quel point il existe deux types de ligues fermées, nous allons nous rendre en Asie, donc là où se côtoient des modèles de championnat fermés, qui ont permis de construire le football professionnel local, comme la MLS, mais aussi des compétitions continentales qui ressemblent quand même beaucoup à des Super Leagues. C'est donc pour ce nouveau rendez-vous de l'AFC Corner que nous allons nous balader entre 3 pays. Et donc, je vous le disais, on va être 4, 4e épisode, saison 4, on est 4, c'est logique. Et je vais accueillir donc 3 rédacteurs de la zone Asie sur Lucarne Posé. Et je vais y aller par ordre alphabétique, messieurs, pas par ordre de préférence. On va commencer par l'homme qui murmure aux oreilles des kangourous, Antoine Blanchet-Quérin, notre spécialiste à Australie. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut Nicolas, salut aux collègues et bonjour à tous, ça va bien ? Est-ce que toi tu vas bien ? Écoute, moi ça va, nickel. Ça va tranquille. On va remonter un peu plus au nord maintenant, avec un homme qui est secrètement amoureux de l'Australie, mais qui n'ose pas le dire. Il est au moins autant amoureux de l'Australie que de BTS. Baptiste Mourigal, notre spécialiste Corée du Sud. Salut Baptiste. Je pense que c'est pas la bonne personne. Salut à tous. Mais si, toi, tu l'assumes pas, mais voilà. J'espère que ça va bien. Moi maintenant. Et enfin, on va retrouver celui qui paye qui paye le fait d'avoir un nom qui commence par la lettre T, qui va donc être le dernier de la liste. Notre King Kazu de la rédaction, Nicolas Truscors, notre spécialiste Japon. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Bon, je suis quand même pas aussi vieux que King Kazu, mais quand même très content d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Donc voilà, je le disais, messieurs, on va se plonger dans ce vaste débat que sont les ligues fermées. Et on va donc s'intéresser d'abord, je le disais en préambule, à vos championnats qui pour certains sont de véritables ligues fermées ou qui du moins ont emprunté cette voie de la ligue fermée pour se construire. Et on va commencer par un petit peu d'histoire en débutant chez le premier arrivé de vous trois, les Sud-Coréens. Baptiste, est-ce que tu peux nous rappeler comment la K-League s'est créée et quelles en furent ses grandes évolutions jusqu'à nos jours ? Oui, donc comme on en avait parlé aussi dans le magazine spécial Coupe du Monde sur la création du football professionnel en Corée du Sud et au Japon, la K-League est l'un des premiers championnats professionnels en Asie. Donc le premier a été Hong Kong et maintenant après il y a la Corée du Sud. Et ça a été créé sous l'impulsion du gouvernement, et ça vous le verrez aussi dans le prochain magazine, je vous fais un petit spoiler, qui a demandé aux entreprises de créer des équipes, de monter des équipes sportives, donc dans différents sports. Il y a eu le baseball, il y a eu le foot. Les entreprises ont créé leur club et elles ont créé une ligue, donc la K-League, qui était fermée, puisque pour rentrer dans ce championnat, il fallait respecter certaines conditions, donc notamment des critères économiques, puisque ce championnat n'était pas, comme on connaît aujourd'hui, des matchs à domicile, etc., mais c'était une vraie tournée dans tout le pays. Donc on jouait dans plusieurs villes qui n'étaient pas forcément celles des équipes. Donc c'était un peu
une caravane du Tour de France, mais cette fois en Corée. Donc la caravane de Tour de Corée, et les équipes suivaient un calendrier et s'affrontaient dans certaines villes. Donc il fallait être en mesure de soutenir les joueurs, en mesure de soutenir tout ce qui était inhérent à ces déplacements. Donc c'était que des entreprises qui pouvaient vraiment se le permettre. Et pour y accéder, il fallait vraiment apporter une garantie et pas de se dire je participe cette année-là et l'année d'après je ne suis plus là. L'objectif c'était quand même de créer une ligue sur le long terme. Et donc il fallait vraiment être costaud, avoir vraiment l'envie, etc. Donc on s'est retrouvé pendant très longtemps avec une seule ligue, avec aucun moyen d'en descendre. Même si on était dernier, on ne pouvait pas être relégué. On avait notre place pour l'année d'après. La K-League s'est progressivement ouverte en intégrant beaucoup plus de clubs, mais toujours dans un format fermé avec toujours des conditions. C'est qu'à partir de 2013 où on a créé une seconde division, cette fois-ci, mais avec promotion, relégation, mais toujours avec des critères économiques bien définis à respecter pour pas avoir, comme on l'a trop souvent vu, malgré la création de la K-League 2, des clubs qui disent au bout d'un an, on arrête, on n'a plus les sous. Donc il fallait vraiment respecter ces conditions. Et aujourd'hui, alors, on ne va pas dire une ligue fermée, mais des ligues fermées, parce que pour rentrer en K-League, il faut toujours remplir tous ces critères. Entre la 3e division et la 2e division, il n'y a pas de passerelle. Le vainqueur de la 3e division, qui est semi-amateur, ne peut pas monter en K-League 2, comme on peut le voir en France, où à force de promotion, on peut monter jusqu'en Ligue 1. En K-League, on ne peut pas. On est arrêté à la K3 League, malgré la volonté progressive de la K-League de faire une pyramide où on peut monter, on peut descendre en fonction de nos résultats sportifs. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est fermé, on a 22 équipes qui ne peuvent pas descendre en dessous de la K-League 2. Mais on le voit, il y a quand même cette notion, on l'a vu, le débat avec la Super League européenne, où là, pour le coup, c'était des entités de divers championnats qui se referment entre eux. Là, on est parti, tu le disais, d'en gros une tournée du pays, on va dire presque pour promouvoir un peu le football professionnel, pour le mettre en place, presque. On est parti dans cette idée-là, et au fur et à mesure, ça commence à se répandre. C'est un petit peu le même chemin qui a été suivi, Nico, au Japon. On a commencé en comité restreint, et on s'étend aussi au fur et à mesure. Alors oui, tout à fait, tu as bien raison de dire ça. Il y a au final beaucoup de similitudes entre la K-League sud-coréenne et la J-League japonaise. Pour ce qui est de la J-League, donc au Japon, c'est que la K-League a été créée en 83. La J-League a eu quasiment une décennie de retard à se lancer. En fait, le projet de vraiment monter une ligue professionnelle au Japon, qui est alors la première, vu qu'on est alors dans un championnat qui s'appelle la Japan Soccer League, ou JSL, qui regroupe depuis les années 60, en fait, une série de clubs qui sont pour la majorité des clubs corpos, donc qui appartiennent à des grandes sociétés comme les automobiles ou l'électronique. Donc il y avait par exemple Nissan Motors, Hitachi LTD, etc., etc. Et en fait, l'idée de la professionnalisation avec la création de la J était aussi faite à partir de ces clubs-là. C'est un projet qui s'est mis en place à la fin des années 1980. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, le football japonais n'est pas dans une bonne période du tout. Aussi bien au niveau de l'équipe nationale, qui est vraiment pas au niveau de ses concurrents déjà régionaux, mais au niveau du continent, vraiment, n'est pas au niveau des meilleurs. Il faut savoir que le Japon n'a toujours pas fait une seule phase finale de Coupe du Monde, ou n'est vraiment pas compétitif, même à l'échelle continentale, pour gagner des Coupes d'Asie. Et au niveau local des clubs, donc, on se retrouve aussi avec une situation qui est pas facile, où l'intérêt pour le football n'est pas très fort. C'est des clubs semi-professionnels, corpo, donc voilà. Donc l'idée est de créer cette ligue professionnelle pour vraiment faire monter l'engouement du football dans le pays. Et donc c'est au final en 1992 que la première saison de J-League est lancée avec seulement 10 clubs. Et aujourd'hui, donc en 2021, on en est à 57. Donc l'évolution a quand même été plutôt bien marquée, comme vous pouvez voir, à travers beaucoup d'ajouts de clubs, mais au final, toujours le côté fermé. Alors c'est vrai qu'au début, donc on a 10 clubs, on a une seule division, forcément. La deuxième division arrive à la fin des années 90, après une petite période de moins bien. Et pour la troisième division, il a fallu attendre le début des années 2010, carrément, pour voir un petit peu d'autres clubs intégrer petit à petit les rangs professionnels. Et comme Baptiste le disait, on retrouve aussi les notions de critères économiques qui sont forts, évidemment, parce que les clubs sont intégrés à la J-League avec l'idée de se professionnaliser et de durer dans le temps, mais aussi au niveau des infrastructures, au niveau du plan un petit peu pour le projet du club, pour l'avenir, au niveau de la formation, tout ça. Il y a des critères aussi
aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que, au final, c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes entre Japon et Corée, même si les meilleurs ennemis, entre guillemets, qui sont au final avec une influence assez commune à la base. Ouais, ils ont suivi le même chemin, hein, concrètement, pour construire leur football professionnel. On l'entend souvent. Ça, ouais. On l'entend souvent, par exemple, dire que c'est ce qui se passe en matière de football. Hein, on l'a vu là avec la Super League européenne, ce genre de format. On nous dit, on pense tout de suite à la MLS ou au sport US. On va étendre parce qu'on va rappeler que c'est difficile pour le Japon et la Corée du Sud d'avoir l'inspiration MLS, sachant qu'ils arrivent avant. Mais justement, est-ce que, messieurs, on va commencer par Nico, est-ce que il y a une inspiration américaine dans la construction du sport professionnel, du football professionnel au Japon? Oui, alors pour le Japon, il n'y a pas vraiment d'influence américaine au niveau de la structure, de l'organisation un petit peu de la ligue. Au niveau de la fin des années 80, donc quand le projet se met vraiment en place, c'est plutôt vers l'Europe que se tournent les yeux des organisateurs, des investisseurs, etc., pour vraiment s'inspirer, pour voir un peu les différents modèles au niveau des infrastructures des clubs, pour ensuite créer ce qui va devenir la J-League. Mais c'est vrai que au niveau des autres sports majeurs japonais, donc là on pense au baseball, là évidemment c'est plus une influence américaine assez claire, ce qui est logique vu qu'au final on parle d'un sport qui vient des US. Mais c'est vrai que pour le football en tant que tel, c'est vraiment l'Europe qui a été la base de l'inspiration pour la création de la ligue professionnelle japonaise. C'est pareil en Corée du Sud, Baptiste? La Corée, c'est plutôt une influence. Ils n'ont pas vraiment regardé l'Europe, on va dire. On va dire que c'est plus le président de l'époque et le pouvoir politique qui voulait utiliser le sport comme moyen de montrer la supériorité coréenne sur les Japonais, les Chinois et les Nord-Coréens. Donc c'est plutôt eux qui ont insufflé la création d'équipes de foot. Je pense pas qu'ils se soient dit on va copier ce qu'ils font en Europe. Eux, ils se sont dit on va créer une équipe. Et c'est un pays aussi qui est très marqué comme le Japon, par la culture américaine. Et aux États-Unis, même si la MLS n'existait pas, on avait déjà le basket, on avait déjà le baseball, je pense qu'on avait déjà aussi la NFL. Et ce sont notamment le baseball est un sport qui est très présent en Corée. Et je pense que quand ils ont voulu réfléchir à comment créer ce championnat, bien évidemment, ils se sont dit, on va regarder ce que font les Américains, puisque de toute façon, même aujourd'hui, la Corée regarde très peu vers l'Europe, globalement. Dans le foot, maintenant, on s'y tourne beaucoup plus. Mais globalement, la vision sud-coréenne, c'est pas forcément l'Europe, on est plus tourné vers les États-Unis. Voilà, d'une façon historique, on peut pas leur reprocher. Donc à la création, je pense que le pouvoir politique n'avait pas d'idée précise de se dire on veut ressembler à l'Europe, on veut ressembler à machin, à bidule, mais, et comme le football n'a pas été la première ligue à être créée dans le pays, ils se sont dit on va essayer de copier ça va lancer la chose, et puis on verra 10, 15, 20 ans plus tard. Et il fallait attendre pratiquement 40 ans pour que là on prenne un virage et qu'on se dise voilà, là maintenant il faut qu'on ressemble aux Européens, parce que le football c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt le modèle européen qui est un peu le modèle classique et celui qui fonctionne le mieux dans le monde. Donc on va créer une pyramide, on va mettre en place, on va structurer la chose, on va dire on a nos 2 niveaux professionnels, on a nos niveaux semi-amateurs, nos niveaux amateurs, on va développer beaucoup plus de jeunes, on va développer beaucoup plus d'infrastructures, etc., plutôt que d'avoir juste une élite qui joue et puis les autres ils jouent pas. Un petit peu ce qui se passe dans le sport US où on ne voit que les grosses ligues. Et puis, franchement, qui connaît les ligues alors, les aficionados, oui, mais on ne connaît pas le niveau en dessous de la NFL, on ne connaît pas le niveau en dessous de la Major League Baseball, de la NBA, la NHL, on connaît très peu ça. Que voilà, en Corée, on connaissait K-League, basta, le tout, ça n'existait pas. Même moi, en ayant commencé à suivre le championnat, les niveaux amateurs, aucune trace. En plus, c'était fait de clubs qui partaient, qui revenaient. Mais voilà, aujourd'hui, ils veulent tout structurer. Ils ont un projet pour aller jusqu'à une 7e ligue. Alors, dans un petit pays comme ça, je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, il y aura jusqu'à une 7e ligue. Donc, progressivement, je pense qu'on est parti d'un modèle par défaut américain, parce que c'était ce qu'on connaissait, même si l'objectif n'était pas vraiment de regarder les États-Unis, mais de lancer le sport dans le pays, le professionnaliser. En plus, avec les Jeux Olympiques de 88 qui arrivaient, il fallait faire quelque chose. Ils ont pris une idée, ils l'ont pas vraiment sûr qu'ils aient dit on va prendre les Américains parce que c'est ça qu'il faut faire, mais peut-être par défaut. Ils ont pris ce qu'ils connaissaient concrètement. C'est ça. Ouais, mais c'est intéressant, hein, le clin d'œil est quand même assez savoureux quand on voit que l'Europe sert de modèle maintenant pour s'ouvrir, et c'est pour faire un parallèle avec l'Amérique du Nord, la MLS
tend aussi de plus en plus vers le modèle européen. Quand on voit comment une pyramide s'organise en dessous de la MLS et comment, à terme, je pense qu'on finira par arriver au système promotion-relégation d'ici quelques années. Donc c'est intéressant de voir que là où on s'est créé sur des ligues fermées, on a tendance à s'ouvrir au moment où certains en Europe, qui servent donc de modèle normalement, décident de se fermer. Si on doit vraiment chercher l'inspiration MLS, on va la chercher chez le troisième larron de notre podcast, forcément. Forcément, peut-être pas, on va voir. Mais si on cherche vraiment une inspiration MLS, il va falloir aller en Australie, parce que là, Antoine, la MLS a été vraiment le modèle assumé lorsque l'on a décidé de créer la A-League. Pas quand on a décidé d'implanter le football, parce qu'il existait bien avant, mais pour la A-League, le modèle, c'était la MLS. Oui, donc du coup, en 2005, la A-League est créée. C'est vraiment le principe de base, c'est reprendre, c'est-à-dire ce que fait la MLS avec un championnat fermé. Donc ça a été créé en 2005 avec plusieurs franchises. Et on voit tout de suite que l'objectif, c'est d'accueillir une Coupe du Monde masculine plus tard. Et l'idée, c'était à l'inverse de la K-League et de la J-League, comme il a été dit précédemment. Il y a vraiment eu des rencontres avec des clubs de MLS, puisque entre 2007 et 2011, on a vu 3 fois les Los Angeles Galaxy de David Beckham venir. L'idée pour la Ligue a été clairement de trouver en fait des marchés où les gens étaient quand même intéressés par le foot, parce que l'Australie n'est pas de naissance un pays de football, et plus le cricket, le sport national avant tout, le footy ou l'Australian Rules, Football Rules. Et on a donc du coup des clubs à Perth, donc à l'ouest. On a des clubs à Melbourne, Sydney, les villes les plus connues, Brisbane, Adélaïde. Et on se retrouve avec des clubs qui n'ont pas forcément de... Comme en Europe, par exemple, on peut trouver des clubs créés par des migrants, par exemple, italiens en France, qui ont voulu créer des choses comme ça. Il y a eu ça en Australie. Et assez tôt, dans les années 70, quand il y a eu l'ancien championnat, donc la National Soccer League, on a voulu enlever les noms en fait qui sont à connotation, parce que on voulait que ce soit inclusif en fait, qu'il n'y ait pas de connotation. On voulait pas se sentir par exemple d'une nation et ne pas pouvoir aller dans ce club parce que c'était l'équipe des Macédoniens, l'équipe des Hollandais par exemple. Et donc du coup, on a voulu déjà à l'époque briser ça. Ce qui allait dans le sens de chercher des marchés commerciaux, parce que quand tu veux ouvrir une franchise commerciale, tu es obligé d'être ouvert. Enfin, tu peux pas discriminer par communauté, tu peux pas être communautaire. C'est aussi en ça ce qui se rapprochait des débuts de la MLS, où on essaye de rassembler. Par exemple, le club de Brisbane, qui dans son historique, qui n'a pas de lien, mais s'appelait Hollandia Football Club, parce qu'il avait été créé dans les années 50 par des migrants hollandais. Et plus tard, on avait dit au club dans les années 70, par contre, on arrête ce nom-là, et c'était appelé le Queensland Lions Football Club, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a eu ça, donc c'est-à-dire que le club de Sydney FC n'a pas d'origine, le club d'Adélaïde n'a pas d'origine propre. Après, on peut toujours chercher, fouiller, se dire ah oui, ils ont pris une inspiration ici. Mais l'idée, c'était les clubs sont pour tout le monde, c'est-à-dire que je vienne d'ici, je peux le supporter. Après, il y a toujours cet esprit, comme ce sont des très grandes villes, de très grandes agglomérations, pardon. À Sydney, on peut avoir plusieurs clubs. Par exemple, à l'ouest, on a le Western Sydney Wanderers. À l'est, donc la partie qu'on connaît plus, qui est plus carte postale avec l'opéra et tout ça, c'est le Sydney FC. Et maintenant, au sud, un peu plus au sud, on a la partie avec les MacArthur Bulls Football Club, donc la nouvelle franchise qui vient d'arriver. Et l'idée aussi, après, c'était qu'il y avait donc de ces clubs dans des régions pour attirer la Coupe du Monde. Dans les années 2000-2010, où l'Australie voulait vraiment accueillir une Coupe du Monde masculine, et donc il y a eu le Gold Coast et North Queensland Fury. Alors officiellement, ils ont été éjectés pour raisons économiques, qui était une des raisons avérées, mais c'était aussi surtout politique, puisque comme l'Australie s'est fait éjecter par le Qatar, elle a sauté au premier tour, 2022, et en fait on a dit à ces clubs-là, qui étaient des très petits marchés, Gold Coast et North Queensland Fury, on a dit merci, au revoir. On se retrouve un peu, je sais pas si je connais très peu la MLS, mais il y a aussi eu des franchises qui sont venues et qui sont parties assez vite, dans le sens où
On peut copier-coller le modèle. Mais c'est clairement ça. Hein. Pour le coup, la A-League est vraiment le modèle MLS, vraiment, dans sa construction, même si on va le voir un petit peu plus tard, ça évolue. Juste une parenthèse, messieurs, on voit sur le football comment ça se construit avec des modèles un petit peu différents. On a Corée du Sud, Japon d'un côté, Australie de l'autre. Ces formats-là de ligue fermée, dans le paysage local, ils s'inscrivent comment alors, on l'a déjà peut-être plus ou moins abordé du côté de Baptiste et de Nico. On va revenir là-dessus, messieurs. Par rapport aux autres sports du pays, on est aussi sur des ligues fermées, donc le modèle n'était pas choquant, hein, j'imagine, Baptiste par exemple. Oui, puisque toutes les ligues sud-coréennes, tous les sports, ce sont des ligues fermées. Le baseball est une ligue fermée, le basket est une ligue fermée, le volley est une ligue fermée, etc. Et elles ont toutes le même profil, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont créé des équipes et qui les font participer à ces compétitions. Donc le football a été créé de la même façon et toutes les ligues sont créées de la même façon. Et la première qui a lancé, comme je l'ai dit, le mouvement, c'est le baseball, et je pense sur le modèle américain, puisque c'est l'influence et puis c'est le sport américain par excellence, avec la NFL et la NBA, le football américain et basket. Donc voilà. Tous les tournois sont comme ça, et même, et là je vais aussi rejoindre Nicolas dedans, c'est que même au niveau du hockey, et un modèle limite NHL, mais un peu plus continental, puisqu'on a des équipes japonaises, coréennes et russes qui s'affrontent dans la Asian Hockey League, et là personne ne peut rentrer, il y a 6 équipes et c'est tout, et qui sont tenues par des entreprises dans les différents pays. Donc c'est vraiment un modèle ligue fermée américain qui se propage. Alors nous en Corée on n'a pas de division puisque le pays est trop petit, donc un peu compliqué, et beaucoup de choses sont concentrées à Séoul, donc on n'a pas ce modèle là, mais c'est vraiment des ligues fermées. C'est même constat au Japon, hein, Nico. Ah oui, tout à fait, même constat. Donc je l'avais dit tout à l'heure, donc le sport numéro 1 au Japon, c'est pas le football, c'est le baseball. Et donc le baseball, en fait, c'est la ligue s'appelle la NPB, et en fait c'est 2 conférences de 6 franchises. Et à la fin, on a le meilleur de chaque conférence qui s'affronte en grande finale. Donc purement modèle NBA par excellence, vraiment. On a le même nombre de franchises depuis l'après-guerre, je crois, carrément, et il n'y a pas vraiment de projet pour ce qui est d'intégrer de nouvelles équipes. Donc là, tu vois, vraiment, on est dans le pur modèle US. Et dans le pur modèle ultra fermé qui ne veut pas agrandir, avec la notion d'expansion qui n'existe pas, quoi. C'est ça. D'ailleurs, les 2 ligues à la base étaient séparées et elles se sont rapprochées il y a déjà un certain nombre d'années de ça pour plus ou moins se mettre en commun, qu'il y ait des matchs entre les équipes des 2 conférences un mois dans l'année sur toute l'année. Donc ça s'affronte 3 fois chaque équipe de l'autre conférence, une seule fois dans l'année, alors que sinon tout le reste de l'année c'est les 6 de chaque côté qui s'affrontent entre elles. Voilà, donc ça c'est encore plus fermé limite que l'NBA. Pour le baseball, on en est là, ça n'a pas prévu de changer. Par contre, ce qui est intéressant au Japon, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'année prochaine, normalement, parce que là on parle en période de Covid, tout ça, qu'on va avoir une nouvelle ligue de rugby. Et là, on a un modèle assez intéressant parce que ça se rapproche un petit peu au final de la J-League. On va tout de suite avoir 25 équipes et 3 divisions. Alors, en soi, c'est fermé, mais on a quand même de la promotion-relégation sur 3 divisions dès la première saison. Donc, ça a un côté assez intéressant qui n'est pas du tout US pour le coup. Et là, on retrouve encore un petit peu des équipes quand même assez largement attachées aux entreprises, donc un petit peu comme la J-League à l'ancien temps, entre guillemets. Donc normalement, ça va démarrer l'année prochaine, et c'est un modèle un petit peu bâtard, entre guillemets, qui s'inspire quand même pas mal de la J-League. Sinon, tout ce qui était sport type basket, comme l'évoquait Baptiste, là, on se retrouve également dans des cas assez américains, mais là, on parle vraiment de sports qui sont quand même nettement moins populaires que le duo baseball-football. Ouais. Et Antoine, du côté de l'Australie, les autres sports sont aussi organisés en ligue fermée, hein, j'imagine. Complètement, oui. C'est pareil, c'est très fermé. Après, c'est leur système sportif aussi, donc c'est pour ça que, on en parlera plus tard, mais en fait, le football, il a été géré comme le rugby là-bas, et ça a explosé en fait. Ouais, donc on voit que le système de ligue fermée est aussi un élément culturel. Il y a quand même chez nous surtout une croyance assez tenace, hein, c'est de croire aussi que qui dit ligue fermée signifie aucune possibilité d'ouverture.
c'est un peu le principe de fermer. Et donc, par conséquent, aucune possibilité de disséminer véritablement le foot, puisqu'on le réduirait à une élite. C'est la vision que l'on a en Europe. Vous commencez à voir, en ayant parcouru un petit peu l'histoire que l'on vient de faire de ces différentes ligues, que c'est pas forcément le cas. Justement, Baptiste et Nico, vos championnats démontrent véritablement le contraire. Ça a vraiment permis de planter des graines qui finissent par pousser aux quatre coins du pays. Alors, ouais, complètement. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a commencé à 10 et on est aujourd'hui à 57. Donc, c'est peu de dire que les graines ont bien poussé et fait des arbres un petit peu partout. Alors, il faut savoir donc dès le début des premières saisons de la J-League, l'idée était d'intégrer assez régulièrement tout de même de nouvelles équipes. Avant même de rencontrer les premières difficultés, il y a eu des intégrations de nouveaux clubs. Donc, il y en avait à peu près 2 chaque saison. Il y en a eu 2 en 94, 95, 96. Donc, pour situer un petit peu le tableau. Le problème, c'est qu'on a eu, sur la fin des années 90, un petit coup de mou au niveau des affluences, au niveau de l'intérêt général même pour la J-League. Parce que, bon, il y a eu un effet nouveauté qui s'est un petit peu dissipé après quelques années tout de même. Les quelques grands noms, entre guillemets, qui avaient été attirés pour lancer le tout n'étaient plus là et on se retrouvait devant quelques difficultés. Difficultés qui se sont vraiment mises en lumière, plutôt, lorsque l'un des 10 clubs originels donc, a carrément disparu, puisque après la défaillance d'un sponsor majeur, on a eu le club de Yokohama Flugels qui a carrément mis la clé sous la porte. Donc là, ça a été un petit peu l'alerte rouge un petit peu au niveau de la J-League, qui a décidé un petit peu de revoir un petit peu ses plans pour tout ce qui est intégration et de structure du championnat. Donc c'est à ce niveau-là en fait que la deuxième division a été lancée, en intégrant d'un coup 9 clubs. Là, on se retrouve en 99 avec une première division à 16 et une deuxième à 10. Et ça a fait beaucoup de bien au final. Et l'idée a été de continuer d'intégrer un maximum de clubs de la division donc semi-pro, donc qui est la GFL aujourd'hui, et de continuer justement à planter les graines qu'on évoquait pour arriver jusqu'à aujourd'hui à vraiment mettre en place le professionnalisme un peu partout dans le pays, avec là encore des critères d'admission assez stricts alors pour accéder à la J2, mais qui se sont aussi allégés avec la création de la 3e division. Toujours pour l'idée de continuer d'intégrer de nouveaux clubs pour les professionnaliser de manière safe. Et on trouve que pour le moment, donc, c'est le système qui est mis en place et qui pour l'instant marche bien, vu qu'on se retrouve avec la quasi-intégralité des 47 préfectures du Japon qui ont un club en J-League, que ce soit en première, deuxième ou troisième division. Et l'idée de continuer sur cette lancée, il y a de la place pour ça. Et là, vraiment, on est toujours dans une logique d'expansion, même aujourd'hui à 57. Même encore à 57. Et je fais juste un petit parallèle, une question qu'on n'avait pas forcément dans le conducteur, mais on avait vu par exemple que l'Australie a longtemps cherché, en posant des clubs sur des marchés, Antoine l'a dit. On le voit, on a quitté certaines provinces qui n'étaient pas commercialement parlant intéressantes pour ramener des clubs du côté de Sydney, pour les ramener du côté de Melbourne. Il y a cette volonté de conquérir des marchés au Japon où c'est vraiment ouvert, c'est-à-dire que où que tu sois, si tu as un projet suffisamment solide, tu peux y aller. Alors oui, tu peux y aller du moment que tu as ce qu'il faut pour intégrer la Ligue. C'est aussi l'idée de la J-League aussi au niveau gouvernemental, d'intégrer vraiment la totalité du pays dans la Ligue, de faire une sorte d'union un petit peu, si j'ose dire, au niveau du football. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en passe d'être réussi, qu'il y a 47 préfectures, donc comme je disais juste avant, du pays, elles sont quasiment toutes intégrées à la J-League, pardon. Même les préfectures qui sont vraiment rurales, où on est très loin de stéréotypes sur les grandes cités comme Tokyo, Osaka, etc. C'est forcément plus difficile d'intégrer des clubs et de monter des projets intéressants dans les régions un peu dépeuplées. On pense au nord ou au Japon côté mer de Corée. C'est moins fort économiquement et c'est plus compliqué à mettre en place, mais ça se met en place quand même. Ouais, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où on voit du coup que la notion de ligue fermée n'est pas forcément le cas. C'est la même chose, Baptiste, du côté de la Corée du Sud. Tu as parlé déjà des 2 premières divisions, de la passerelle qui est entre les deux, de l'arrivée des K3, K4, même s'il n'y a pas encore de passerelle, mais on imagine qu'à terme, si les ligues inférieures, que sont la K3 et la K4, continuent s'installent et se développent, ça finira par s'ouvrir encore, non ?
C'est l'objectif. La K-League a été créée avec 5 clubs professionnels. Aujourd'hui, on en a 22 avec 2 divisions. La première division 12 et la deuxième 10. L'objectif a été vraiment de construire un socle, comme tu l'as dit, et ensuite de pouvoir s'ouvrir. Pareil qu'au Japon, on a aussi essayé de développer le foot en dehors de Séoul, parce que c'est là où étaient les sièges, les sièges sociaux des grandes entreprises. Donc les clubs étaient ici, et à Séoul, et donc le gouvernement a dit ça suffit, on veut qu'une équipe à Séoul, partez. Donc voilà, fin des années 90, donc vers 97, et en plus avec la Coupe du Monde arrivant, ils ont voulu développer le football, donc ils ont demandé à des clubs de quitter la capitale pour aller s'installer un petit peu partout, avant qu'un nouveau club arrive à Séoul et devienne le FC Séoul. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, je pense que c'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec K-League 1 et K-League 2, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a 2 ans, la 3e division n'était pas très bien identifiée en Corée. On avait 2 championnats semi-amateurs qui se déroulaient en même temps, on ne savait pas trop lequel était la 3e division, lequel était la 4e. Maintenant, c'est très clair, c'est écrit dans leur nom, il y a la K3 League, la K4 League, et je pense que l'objectif entre elles, il y a des promotions et relégations, et je pense que l'objectif de la fédération coréenne, puisque ça n'appartient pas à la K-League, c'est de créer un socle stable, donc sur plusieurs années, que les clubs, soit dans ces 2 divisions, deviennent beaucoup plus professionnels dans leur fonctionnement et acquièrent une stabilité économique durable, pour ensuite se dire on peut leur ouvrir la voie vers la K-League 1 et la K-League 2 et faire un peu ce qu'ils ont fait entre 83 et aujourd'hui avec les clubs professionnels, et de permettre donc de professionnaliser un peu plus le football et de le rendre un peu plus sain, on va dire, que du jour au lendemain, voilà, on arrête de jouer parce qu'on n'a plus les moyens. Et ça arrivait régulièrement dans le passé, et maintenant l'objectif c'est vraiment de le stabiliser. Donc on est passé d'une ligue totalement fermée à 5 clubs à 12, plus une 2e division, qui est aujourd'hui assez stable. On ne voit pas de problème économique. Alors ça peut arriver avec le Covid, les budgets qui sautent, mais voilà, ça, personne ne pouvait le prévoir. Et de se dire, ça a bien fonctionné, et avant de totalement ouvrir, on va peut-être refaire la même chose avec les divisions inférieures. Parce que ça marche par bloc. Quand on est en 6e, 7e division, aujourd'hui, on ne peut pas monter plus haut. La 5e division, pareil, etc., etc. Donc c'est vraiment d'installer, de fermer le temps que ça s'installe, que ça se développe, et ensuite on voit une perspective. Sachant que toutes ces équipes se rencontrent toujours dans la Korean FA Cup, qui est un peu la Coupe de Corée, et là, professionnels, même les universités jouent. Donc il y a toujours un moyen d'affronter le gros club de K-League 1, Jeonbuk, on peut aller l'affronter, mais pas encore au niveau de la Ligue. Mais on voit donc du coup, que ça soit avec la J-League ou avec la K-League, on voit, même on va le voir avec l'Australie dans un instant, on voit l'intérêt, je dirais, de s'appuyer sur des ligues fermées pour construire. On le voit, c'est assez clair. Et Antoine, du côté de l'Australie, on le voit aussi, on est en train d'envisager de nouveaux modèles. On voit que ça s'organise un petit peu dans les étages du dessous. On a un nouveau président au niveau de la A-League qui a changé certaines choses. On est toujours dans une politique d'expansion, tu parlais de MacArthur, on avait vu le Western United aussi arriver juste avant. On est en train petit à petit de s'éloigner de ce modèle MLS pour s'orienter vers une vraie pyramide du football, j'ai envie de dire presque à l'européenne, avec un lien sur les autres footballs, ceux des provinces notamment. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de se dire, est-ce qu'on peut dénaturer complètement l'histoire du sport australien en faisant un système de promotion, relégation, jusqu'à connecter l'élite avec les championnats régionaux pour ce qui est de l'Australie. Ça, c'était impossible avant. Il y avait avant quelqu'un qui s'occupait du... En fait, ils ont mis quelqu'un qui de nature rugby à s'occuper du football, donc on comprend pas trop les codes quand on est rugby dans l'âme, enfin rugbyman, et en fait ça a explosé de partout, et c'est ce qui provoque l'essoufflement du système maintenant. C'est que quand il a été mis en place en 2008, donc David Gallop de son nom, en fait le foot est devenu hyper aseptisé. Enfin, faut comprendre que les supporters étaient mal vus, c'était des voyous. Clairement, on mettait des amendes au club pour tout et n'importe quoi. C'était limite, vous venez, vous consommez, vous regardez le spectacle, merci, au revoir, terminé. Le problème, c'est que les fervents supporters, donc on va citer le Western Sydney Wanderers, qui sont, de mon point de vue, je pense que tu le partages peut-être aussi Nicolas, mais les plus gros supporters
C'est eux qui ont posé problème quand ils sont arrivés, façon de parler. Voilà. C'est eux qui ont posé problème parce qu'eux sont arrivés avec une culture ultra que les autres n'avaient pas. Et ils ont développé une culture ultra qui a bousculé la vision de la A-League à l'époque. Et ils avaient une vision populaire parce que, pour situer la chose, l'Est de Sydney, donc le côté carte postale, bling bling, clairement le Sydney FC c'est le club bling bling qui est assez mal vu parce qu'il a triché, il avait triché avant. Et le Western Sydney Wanderers, c'est le club des rebelles, c'est le club des gens qui ont émigré en Australie, qui habitent dans les suburbs, comme ils disent là-bas. Et donc, du coup, ils se sont alliés vers ce club-là qui n'a pas d'identité, mais qui s'est nourri des identités de tout le monde, des Macédoniens, des Croates, des Hongrois. Et eux, quand ils voient ce qui se passe dans leur pays, ils veulent faire pareil. On disait même qu'ils ont repris des chants sud-américains. Et je te coupe 2 secondes. Cette culture du football des migrants, qui est le football le football s'est développé en Australie grâce aux migrants. Elle est très présente dans les ligues inférieures, qui elles, un petit peu entre guillemets, si on fait le parallèle avec la Corée du Sud dont Baptiste nous parlait, c'est-à-dire qu'on a le développement K1, K2 d'un côté, K3, K4 de l'autre. Et si une fois que par exemple K3, K4 sont suffisamment solides, elles vont peut-être arriver vers K1, K2. On peut aussi imaginer que d'imaginer la pyramide comme le fait James Johnson en ce moment, celui qui est arrivé à la tête de la A-League, et commencer à planter la graine d'une pyramide avec des promotions-relégations qui va à l'encontre, tu le disais, du système australien. C'est aussi parce qu'en dessous, le football des provinces, qui est encore porteur de l'histoire du football migratoire, des migrants plutôt, s'est organisé et est devenu très solide. C'est ça grouille d'envie et de passion. Et en fait, on a remarqué que depuis qu'ils ont monétisé un petit peu, en fait, ils se sont dit, il y a du monde qui vient regarder ces clubs-là, alors ces clubs d'origine croate et tout ça. Donc, il y a quelques années, ils ont supprimé une loi qui imposait aux clubs d'avoir des logos et des noms, neutres. Donc, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, par exemple, le club de Victoria City FC, qui est un club turc, a repris le drapeau turc dans son logo. Et en fait, ils se sont dit, c'est vrai que ces gens-là, en fait, ont envie, et on retrouve dans des matchs 3000, 4000, 5000 supporters pour supporter des clubs macédoniens en 3e division. On préférait les avoir chez nous, en A-League, que dans ces clubs-là. Et l'idée, c'était donc de mettre quelqu'un qui s'y connaisse au foot, donc James Johnson, qui est un ancien du City Football Group, à la tête de la fédération. Et en fait, lui, il a fait quoi? Il a validé toutes les idées, en fait, pour l'instant. Il a fait deux autres clubs supplémentaires, donc c'était pas lui, c'était avant, ok. Donc on est déjà dans cet esprit, on a 2 autres clubs, mais on en veut d'autres. Là, en ce moment, c'est Canberra qui devrait arriver. Donc qui dit 13e club, dit 14e club, parce que pour jouer un nombre impair, c'est compliqué. Oui, voilà. Et en fait, il a fait 15 principes. Il a dit, voilà, feuille de route, 15 principes. Alors, il y en a un qui n'était pas fait, mais ils ont créé la LFP, c'est l'APL, donc en australien, où voilà, les clubs disaient, nous, c'est mieux géré que la fédération. Et en fait, ils ont dit, voilà, vous devenez indépendant, vous gérez vos droits télé, vous gérez vos contrats de sponsors, vos partenariats, vous vous débrouillez. Donc, ils ont fait ça. La fédération va s'occuper des équipes nationales. Et après, il a dit, moi, la 2e division, je suis pas contre. Et voilà, en 2023, l'objectif, c'est 2023, mais le problème qu'il y a, c'est que avant tout, il faut quand même pérenniser un peu la A-League. Ouais, mais c'est parce que la Covid est passée par là aussi. Donc, La Covid est passée par là, il y a eu les mêmes symptômes qu'en France, droit télé, tout ça, problème pour les joueurs, perte de sponsors, voilà. Et du coup, on réfléchit à comment faire du business, et du coup, on se dit, peut-être que la 2e division, en plus, il y a un gros lobbying à travers de l'association AAFC, donc l'association des clubs de 2e division qui tape à la porte en disant, mais nous, on veut jouer, regardez. Il reste encore 6 journées, mais les Newcastle Jets, c'est le même nom de Victory, ils n'ont plus rien à jouer, ils vont servir de serpillière pour les autres clubs. Ça continue, et la Super League, et ils se sont appuyés sur la Super League, donc ils ont sorti un communiqué disant, regardez, personne ne veut de la Super League de système fermé, nous on continue avec ce système fermé en Australie, alors ouvrons. Et comme tu disais, aux États-Unis, en dessous, ils sont hyper bien structurés, et en Australie, ils sont hyper bien structurés. C'est-à-dire que sans la A-League, on peut vivre un super championnat. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs États en Australie, mais certains États sont coupés parce que forcément tout le monde vit dans quasiment 2 ou 3% du territoire, et une grande partie est vide. Et donc du coup, il y a des fédérations qui sont faites. Chaque fédération va avoir son mini-championnat, et les premiers de ces championnats vont faire une compétition entre eux. Et du coup, il va y avoir le champion de National Premier League. Et l'idée, c'est de se dire,
comment on peut créer Une cette pyramide. passerelle-là. Ouais, une pyramide. Une Mais on le pyramide. voit, Et hein, donc, on du le coup- voit, cette graine est plantée. Et puis c'est plus facile de créer une deuxième division avec 14 clubs, voire 16, avec peut-être qu'une seule promotion relégation, mais Ouais, déjà, l'idée c'est ça. La survie passe aussi par ça, parce que économiquement, c'est hyper dur, c'est très compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur pour l'année prochaine, il n'y a pas de sponsor majeur, ils ont perdu Hyundai après 15 ans de partenariat. Il n'y a plus personne. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, peut-être que ces 4-5 000 Hongrois qui supportent leur club, les 2-3 000 Macédoniens qui supportent le club, autant qu'ils viennent consommer dans les stades. Non, mais l'idée, voilà, oui, c'est ça. on le Elle voit. va peut-être éclater pour s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Ça va finir par s'ouvrir. Les deux autres l'ont fait. Alors on l'a vu. Il y a des cas où on part d'une ligue fermée, on finit par s'ouvrir. Mais messieurs, on est en Asie. Et l'Asie, elle a sa Super League que les autres n'ont pas. Parce que très concrètement, on va parler un petit peu de l'Asian Champions League. On va pas rentrer dans les débats de comment elle est organisée en période de Covid, parce que là, il faudrait y consacrer un podcast. Et on peut clairement dire, Baptiste, que l'Asian Champions League, donc la Ligue des champions asiatiques, n'est rien d'autre qu'une Super League à l'échelle continentale. Oui, et puis il y a aussi un débat de son organisation globale avec les pays qui y participent, mais ça c'est un autre podcast. Vous voyez vers qui je me tourne. L'Australie doit-elle être en Asie? On se sent visé. Oui, l'Asian Champions League, sans emporter le nom, est une ligue fermée, et je suis même pas certain, que les pays qui y participent en aient conscience. Alors pour réexpliquer le format, on a une confed qui a 47 pays, si je ne me trompe pas, et ne peuvent participer à cette compétition que 12 pays à l'ouest et 12 pays à l'est, donc uniquement 24 pays. Et dans les faits, on ne se retrouve pas avec des équipes de ces 24 pays, puisqu'en l'ayant calculé tout à l'heure, on n'avait que 18 pays représentés sur 47. Mais même de base, le fait de pouvoir participer à la compétition est limité à 24 nations. Donc si ça, c'est pas une ligue fermée, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire que le petit pays qui veut essayer de participer à cette compétition ne peut même pas avoir son représentant. Donc on va, comme exemple, je vois pas qui prendre, on va dire l'Indonésie, voilà, par exemple, l'Indonésie qui fait partie de la FC, ne peut pas avoir son vainqueur de championnat, avoir une chance, alors minime, aussi minime qu'elle soit, d'accéder à la phase de groupe de l'Asian Champions League. Alors qu'en Europe, aujourd'hui, le plus petit pays européen qui a un champion, alors oui, il va faire peut-être 4 matchs avant de pouvoir au moins aller en barrage, peut-être, voilà. Alors ça va être impossible pour lui, mais au moins on lui donne une chance. En Asie, on lui donne même pas cette chance. Il n'a même pas l'opportunité d'y participer. Lui, pour le coup, on l'envoie en AFC Cup, on pourrait dire c'est la Ligue Europa, mais même pas, puisque l'AFC Cup a été créé à la base pour les pays qui n'avaient pas les moyens économiquement de participer à l'Asian Champions League, et aujourd'hui encore, c'est sur des critères économiques qu'on va y participer. Jamais on verra la Chine, le Japon, la Corée, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou l'Iran participer à l'AFC Cup. D'une part, parce que voilà, ce sont les gros pays du continent et que, en termes économiques, ils peuvent participer à l'Asian Champions League, donc ils y seront, mais aussi parce que en ne participant que 24 pays, en incluant que 24, entre guillemets 18 pays à l'Asian Champions League, comment on fait évoluer le coefficient? Comment on fait évoluer le coefficient, puisque chaque année on est sûr d'y participer? Comment le petit pays peut lui faire évoluer son coefficient et en doubler un autre? Pratiquement impossible. Donc oui, en Asie, on peut le dire, l'AFC Champions League est une ligue fermée, même si elle n'en a pas le nom. C'est une Super League. C'est une Super League, et pour pousser le vice, on va quand même aussi rappeler que l'Asian Champions League est organisée moi je les appelle comme ça, mais ils les appellent pas comme ça, mais en deux confédérations, en deux conférences, pardon, l'Est et l'Ouest, puisque on va rappeler que la partie Ouest joue dans son coin, la partie Est joue dans son coin, et en gros, à la fin, le vainqueur de l'Est affronte le vainqueur de l'Ouest en finale. Donc on est vraiment sur un système à l'américaine, ultra fermé. Tu le disais, aucune passerelle avec la FC Cup, même s'ils essayent d'en mettre maintenant, même s'ils essayent, à condition que l'on remplisse
les critères économiques notamment pour pouvoir intégrer la Asian Champions League. On peut très bien imaginer que, je pense au club d'April 25, là, le club nord-coréen, le gros club nord-coréen qui fait souvent de bons parcours en AFC Cup, n'ira jamais en Champions League, même s'il gagne 25 fois la AFC Cup. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ces pays qui participent, ils sont 6 à avoir déjà 4 représentants d'office. Alors, dont un qui va passer par les playoffs, mais il va affronter le représentant de la Syrie, de la Birmanie, donc forcément il va passer. Donc de base, on a déjà, sur les 24 à l'ouest, on en a déjà 12 qui vont être, donc 50% qui vont être uniquement de 3 pays. Et pareil, du côté est. Enfin, là, au bout d'un moment, forcément, on voit tout le temps les mêmes équipes, puisque ce sont toujours toutes les mêmes qui vont y participer, qui sont toujours là. Donc oui, c'est une ligue fermée, c'est une super ligue. Les Chinois, Japonais, Coréens s'affrontent, les Qataris, les Saoudiens et les Iraniens vont tout le temps s'affronter. Voilà. Et c'est encore plus vrai à l'Est, parce que les Thaïlandais, on a du mal à les voir, ils arrivent progressivement. Les Australiens, alors, ils sont complètement à la rue, ils sont en train de perdre totalement au niveau du coefficient, mais c'est une question qui n'est pas, je pense, sportive, mais plus d'un intérêt pour l'Asian Champions League et la façon Et puis, ils sont pas organisés comme... ils sont pas organisés comme l'Asie, donc c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat, mais au final, on se retrouve forcément avec un Chinois, un Japonais ou un Sud-Coréen en finale. Donc, il y a pratiquement limite peu d'intérêt de faire un système comme il existe aujourd'hui. Ouais, et justement, ça sera la dernière question de cette émission. On va revenir sur ces notions de Super League. On voit qu'il en existe une qui n'a pas l'air de choquer grand monde, on va le dire, sur vos 3 pays. Du coup, j'imagine que ce soit les fans ou les suiveurs de football local, que ce soit au Japon, en Corée du Sud ou en Asie, quand ils ont entendu, ou en Australie, pardon, quand ils ont entendu parler de la Super League européenne, ça les a pas émus plus que ça, ou alors ça a fait parler un peu quand même. Antoine nous disait que en dessous, on s'en est servi pour implémenter, pour pousser vers le système promotion-relégation. Est-ce que par exemple au Japon, ça a ému grand monde, Nico, la Super League européenne ? Alors, c'est un débat qui a suscité pas mal de remarques et tout, mais alors on n'a pas eu de comparaison par rapport à ce qui existe à la fois à l'échelle nationale ou même à l'échelle continentale. C'était vraiment uniquement sur l'aspect européen uniquement. Il n'y a pas eu de rapprochement quelconque. Donc, à part l'intérêt footballistique en soi, il n'y a pas vraiment eu plus de choses que ça. Même chose en Corée, Baptiste, ça n'a pas discuté plus que ça ? Bien évidemment, tout ce qui va se passer en Europe, on va en parler en termes de foot. Donc, on a eu des voix qui se sont élevées. Oui, on est contre ça. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ton avis ? C'est pas. T'es asiatique. Enfin, moi, je veux bien qu'on soit contre la Super League, mais c'est pas ton continent. Qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est leur s'en occuper. C'est comme si, alors là, je digresse et je dis ma pensée, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le supporter du FC Nantes de la Super League ? Jamais il ira, il ne sait même pas rester en Ligue 1. Enfin voilà, des trucs. Mais sont ça à ceux que ça concerne, et eux, certains en ont voulu en parler, mais ça a été très vite tué dans l'œuf parce que tout le monde s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, personne n'a pris le recul pour se dire, mais attendez, chez nous aussi, ça existe déjà. Pas du tout, puisque les Coréens, surtout pas. Eux, ils sont privilégiés. Donc, voilà, c'est ça. Là où ça aurait pu sortir, c'est dans les petits pays. Alors, je ne regarde pas la presse des petits pays, je ne peux pas vous dire. Là, c'est juste... Voilà, je n'y connais rien. En Australie, ils en ont parlé. C'est ce que j'allais te dire, Antoine. En Australie, tu disais tout à l'heure que à l'étage du dessous, dans les provinces, on en a parlé pour les clubs de D2. Est-ce que du côté de la A-League, on en a parlé ? Ou des suiveurs de la A-League, est-ce qu'ils se sont dit, attention, on a la même chose chez nous ? Ben non, ils vont pas en parler. Ce serait c'est pareil. Tirer une balle dans le pied. Ils vont pas dire, ils ont bien fait contre la Super League. Et ton championnat, toi ? Ah oui. Non, tout le monde a surfé. Beaucoup de journalistes ont surfé dessus en disant, mais regardez, tout le monde veut du football populaire. En gros, c'est ça. Et puis, l'association des clubs de deuxième division, de National Premier League, on dit, mais c'était un podium parfait parce que là, on les voyait plus trop. Donc, c'était un podium parfait pour eux de revenir là, au centre du débat en disant, ah oui, c'est vrai qu'on devrait connecter la A-League avec peut-être un B-League ou A-League 2 ou The Championship, parce que clairement, ils ont déjà créé une entité qui s'appelle The Championship,
comme en Angleterre. Donc il n'y a plus qu'à officialiser. Enfin, pour eux, il n'y a plus qu'à officialiser, tout est prêt, tout le monde est là. Mais la conséquence, c'est que ça a été les seuls véritablement à se dire, en voyant comment la Super League a été accueillie en Europe, à voir comment elle a fait parler, ça a été les seuls qui se sont dit, regardez, nous on est en train de faire la même chose, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Ce sont les seuls, les autres n'ont pas regardé. Ouais, après, il y a les clubs de Première Ligue, ils sont assez puissants en Australie, quoi. Les gens regardent pas mal, donc ils se sentent concernés quand ils parlent de Manchester United et tout ça. Okay. Alors, en Corée, on a aussi surtout parlé parce que Son Heung-min était concerné. Il appartient à Tottenham et on s'est dit, mais attention, il pourra peut-être plus venir à la sélection. Donc, c'est la seule chose qui, en fait, au final, intéressait vraiment les Sud-Coréens, c'était de se dire, mais attendez, Son Heung-min, il pourra peut-être plus venir jouer pour nous. Et là, on s'est dit, faut peut-être pas que ça se fasse. Mais voilà, sinon... j'imagine que du coup, ça a été pareil au Japon, Nico. On va finir là-dessus, mais j'imagine que ça a été pareil au Japon. On a regardé sous le prisme des Japonais qui pouvaient être potentiellement concernés. Oui, et bon, malheureusement, on va pas se mentir, on n'a pas grand monde de concerné. Plus grand monde, mais ça reviendra. On est plutôt dans les clubs un petit peu en dessous des clubs qui étaient concernés par cette Super League. Donc là, pour le coup, c'était pas trop ça. Oui, c'était plus le côté empirique des choses pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Mais oui, non, et puis il faut pas se mentir aussi, en 3 jours, l'affaire a été quasiment réglée. Il n'y a pas eu le temps de lancer d'avoir du recul. De prendre et voilà, donc ça on est resté à un niveau plus ou moins informatif et puis voilà. Écoutez, on va en rester là sur ce podcast. Vous le voyez, hein, on a essayé de vous montrer que la notion de Super League ou de ligue fermée, hein, par extension, n'est pas aussi simple que l'on veut bien nous le dire, qu'il existe différents types de ligues fermées. Ça paraît assez étonnant, mais c'est le cas. Tout dépend de ce que l'on veut en faire. J'espère que vous l'aurez compris. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur ce podcast. Et merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Exactement. Merci d'Antoine, puisque c'était très passionnant. ça va continuer à se chambrer en off. Merci à vous, comme le disait Nico, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir réagir, hein, sur les podcasts, à venir réagir et interagir avec nous sur les différents réseaux sociaux. On va vous laisser là, reprendre vos activités et on va vous donner rendez-vous très bientôt pour d'autres podcasts, d'autres émissions, notamment en Asie. À bientôt les amis.